Hello les cuistots, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée aux Studies, qui est une analyse du marketing et de la vente à travers les œuvres littéraires et cinématographiques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'œuvre Astérix, mais pas n'importe laquelle, Obélix et compagnie. Et si vous n'avez pas lu cette bande dessinée, je vous conseille de quitter cette vidéo tout de suite pour aller la lire, de foncer parce qu'elle est géniale, et ensuite de revenir ici pour l'analyse de cette vidéo parce que ça va spoiler un max. A tout de suite. Alors, je ne vais plus vous présenter ce célèbre, iconique personnage moustachu et sa potion magique créée par Uderzo et Goscinny en 1959, parce qu'il a déjà eu un bon nombre d'adaptations ludiques et cinématographiques, aux bandes dessinées, à tous les albums, avec notamment le dernier, l'Iris Blanc, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, les histoires annexes telles que les aventures d'Idéfix et les Incorruptibles, les dessins animés tels que Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux, etc. Il y en a tellement. Les films d'animation que je vous recommande, des excellents Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique. Les films live action avec de vrais acteurs qui existent. Sans oublier le parc d'attractions que l'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui est très très bien, soit dit en passant. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Par contre, au niveau jeux vidéo, il y en a eu toute une pataquès, que ce soit le premier Astérix sorti sur Atari 2600 en 83, jusqu'au dernier sorti en 2021 sur PlayStation 5. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser au personnage d'Obélix, qui est un personnage un peu secondaire, mais quand même central de la BD, et qui est, ma foi, très intéressant. Alors, si vous êtes encore ici avec moi, c'est que vous avez lu la BD, ou alors vous vous en fichez d'être spoilé. Alors on y va, c'est parti. Sorti en 1976, Obélix et compagnie est la 23e bande dessinée des aventures d'Astérix le Gaulois. Et pour ceux du fond qui dormaient encore, Obélix et compagnie, elle raconte comment Obélix s'enrichit grâce à un énième stratagème des Romains pour détruire le village des Irréductibles de l'intérieur. Forcément, comme ils n'arrivent pas à passer les frontières militairement, il fallait bien trouver un stratagème pour les corrompre. Et c'est ainsi qu'Obélix devient l'homme le plus influent du village et il contribue au développement économique de celui-ci. Dans la bande dessinée, on va s'intéresser à tout le développement économique du village des Irréductibles. Et c'est ce qu'on va appeler la microéconomie. Le concept de microéconomie permet d'étudier l'économie à une échelle locale, c'est-à-dire soit à l'échelle d'un pays, soit à l'échelle d'une ville, et ici en l'occurrence à l'échelle du village des Gaulois. Donc on va étudier leur rapport avec leur communauté, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils produisent leurs biens et leurs services, comment est-ce qu'ils les consomment et comment est-ce qu'ils les distribuent entre eux, comment en gros ils se rendent service. Vous connaissez tous le personnage d'Obélix. C'est un livreur de menhir à la base, mais dans cette bande dessinée, il va faire carrière dans le menhir. Carrière, menhir, blague de merde, vous l'avez. Voilà. C'est nul! Dans la bande dessinée, Caius Segrenus, l'antagoniste romain, rencontre Obélix dans la forêt. Et il décide de le corrompre. Alors il fait semblant de s'intéresser au menhir que Obélix transporte et lui propose un marché qui consiste à pouvoir augmenter sa production de menhir contre une rémunération en sesterces. Alors au début, Obélix, il est très motivé pour faire ça et il est tout seul pour le faire. Et puis finalement, quand Caius Segrenus augmente les prix, cela force Obélix à faire appel aux autres Gaulois pour l'aider. Alors il décide d'embaucher. Il trouve un moyen de livraison plus rapide, donc là, en l'occurrence, il achète une charrette, et puis de un menhir, il passe à 2 menhirs, puis à toute une charrette, et bientôt, il aura accumulé assez de sesterces pour devenir l'homme le plus riche du village. Quand Obélix commence son travail sur le marché du menhir, il est dans ce qu'on appelle en situation de monopole. C'est-à-dire qu'il est tout seul sur son marché, il n'y a pas de concurrence et il pourrait augmenter les prix comme il en a envie. Bon là, en l'occurrence, dans la bande dessinée, ce qui se passe, c'est que c'est Caius Segrenus qui s'occupe d'augmenter les prix, mais Obélix, s'il avait un peu de jugeote, il pourrait faire ça tout seul. Il est dans ce qu'on appelle un océan bleu. Un océan bleu,
C'est une situation dans laquelle tout est permis pour développer son marché et son domaine d'activité. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de concurrence. Vous pouvez augmenter vos tarifs comme vous l'entendez, cibler la clientèle que vous voulez et pouvoir aller démarcher, avoir une stratégie pour votre société et pour votre développement. Ce qui est contraire à l'océan rouge qui, par définition, est un marché où il y a beaucoup de concurrence, où les offres sont similaires et dans lequel on ne peut pas faire beaucoup de bénéfices sur ses services et sur ses biens. Et on est obligé de se plier à une espèce d'échelle par rapport à ce que fait déjà le marché. Et donc, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour se développer par rapport aux concurrents. Bien sûr, c'est une situation qui ne plaît absolument pas du tout à Astérix parce qu'il ne reconnaît plus son ami Obélix, mais aussi il s'inquiète de la mainmise que peuvent avoir les Romains sur le travail de son ami. Qu'est-ce qu'il va faire pour remédier à cela? Il va aller voir les autres Gaulois pour aller faire de la concurrence à Obélix sur son domaine. Caius Saugrenius est un personnage érudit dans la bande dessinée Obélix et compagnie. Et petit fun fact, il a été représenté par Uderzo sous les traits de Jacques Chirac jeune, sûrement pour se moquer de sa personnalité. Caius Saugrenius est diplômé de la NEA, la nouvelle école d'affranchis de Jules César. C'est quelqu'un qui est très porté sur la vente, la manipulation, la stratégie et le marketing. Et son langage, il est tellement rempli de jargon que même Jules César ne comprend pas. Au cours de la bande dessinée, César avertit Caius Saugrenius qu'il y a un trou dans les finances de l'État par rapport à l'acquisition de tous les menhirs, que le cours du menhir est trop cher, et par conséquent, Caius Saugrenius va se charger de pouvoir refourguer tous les menhirs invendus à la population romaine. Pour ça, il décide de faire de la publicité pour pouvoir montrer une facette du menhir alléchante pour les futurs acquéreurs. En gros, vous avez le village gaulois qui constitue l'usine de production, vers laquelle les menhirs sont fabriqués et qui sont apportés au camp de Babaorum en charrette. Les menhirs qui s'accumulent au camp et qui sont transmis directement jusqu'à Rome, dans laquelle, pendant les manifestations, les jeux de cirque et autres, on fait de la publicité pour faire de l'acquisition de menhirs auprès des particuliers. Et les Romains, ensuite, avec leur argent, achètent des menhirs et l'argent des menhirs revient directement dans les caisses de l'État. Alors j'ai une question pour vous. Comment est-ce que concrètement Caius Saugrenius va s'y prendre pour pouvoir refourguer tous les menhirs invendus aux Romains? Eh bien, il va s'appuyer sur les différents besoins de l'humain. Les besoins primaires, la sécurité, l'appartenance à un groupe, l'estime de soi, la réalisation d'un projet. Et quand il n'y a pas de besoin, eh bien, on en crée. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut beaucoup de créativité pour pouvoir mettre en place un projet. Et c'est ce qui va donner lieu au principe de nouveauté. Quand vous avez un nouveau produit qui sort, peu importe le produit, vous avez toujours envie d'essayer. Hey, vous vous rappelez, en 2007, tout le monde a rayonné de Steve Jobs en disant qu'il était fou de s'imaginer que tout le monde ferait autre chose que de téléphoner sur son téléphone et qu'on aurait plusieurs applications. Et maintenant, on en est où? Ils poussent de partout, comme des pâquerettes! Ok, partant de ce principe-là, pourquoi est-ce que les Romains achèteraient un menhir? Vous avez 2 minutes pour répondre. Non, 2 minutes c'est long. En fait, en gros, un menhir, c'est solide, c'est inusable, c'est exotique parce que fait dans des contrées gauloises, c'est fait main et c'est un matériau de haute qualité. Ça vous refait quelque chose, cette définition? Mais oui, ce sont exactement les mêmes arguments qu'on utilise pour la vente des produits de luxe, que ce soit pour la maroquinerie, pour les montres, pour les vêtements, la gastronomie, etc., les produits spiritueux. Lorsque Caius Saugrenius fait sa publicité, il va avant tout s'adresser à une catégorie de personnes qui est en capacité financière de pouvoir acquérir un menhir. C'est-à-dire des gens qui possèdent déjà des esclaves, des terrains, des jardins, des villas, des domestiques à leur service, etc. Ce sont en gros des personnes fortunées. Et ça s'appelle un positionnement. Parce que pour le coup, il va décider d'aller cibler ce genre de personnes plutôt que des paysans, des serfs ou des esclaves,
qui ne seraient pas en mesure de pouvoir financer un menhir. Et c'est ainsi que prospère l'économie gauloise au sein de cette bande dessinée. Et ça ne va pas plaire non plus à tous les Romains, parce que forcément, les commerçants vont voir cette montée en puissance d'un très mauvais œil et ils vont vouloir eux aussi se positionner dans le marché du menhir. Lorsque vous avez une offre qui fonctionne bien sur un marché, n'importe quel marché, vous êtes en situation de monopole lorsque l'offre est unique, lorsque vous êtes le seul à détenir ce genre de proposition. Donc vous pouvez faire varier vos prix à la hausse, à la baisse, plutôt à la hausse comme on a dit. Vous êtes en situation de monopole, il n'y a pas de concurrence, vous faites varier vos tarifs, vous allez vers qui vous voulez en termes de clientèle. Et comme les gens voient que l'offre commence à être alléchante, du coup, ils vont aussi se lancer dans ce même marché, dans cette même niche. Et donc, l'offre qui était au début super basse parce que vous étiez seul et la demande super haute parce qu'il y avait beaucoup de demandes à ce moment-là, va commencer à descendre pour arriver à un certain équilibre, à un certain palier, pour lequel, en fait, il est très difficile de pouvoir sortir du lot et avoir de grosses marges. Donc, en gros, lorsque les Gaulois décident de pouvoir s'installer dans l'activité du menhir, ça commence déjà à sentir le roussi pour Obélix, qui, lui, n'a aucune idée, en fait, que c'est déjà le début de la fin. Si jamais il ne se ressaisit pas tout de suite et qu'il ne trouve pas une stratégie pour pouvoir passer outre, au-dessus des autres Gaulois. Et là où ça va se corser, c'est lorsque les Romains vont entrer dans le game et qui vont aussi imposer leurs prix, imposer leurs tarifs et mettre la mainmise sur le marché du menhir en boycottant les produits gaulois et en fermant les frontières. Et c'est à ce moment-là que ça sent le roussi pour l'économie romaine. Dans la bande dessinée, les producteurs, qui sont les Gaulois et les Romains, cherchent à se débarrasser des stocks invendus de menhirs. Comme il y en a trop sur le marché, les gens commencent à se lasser et la demande est devenue inférieure à l'offre. Du coup, ça fait chuter le prix des produits. Le produit, comme il y en a trop, se déprécie. On n'a plus besoin d'autant de main-d'œuvre, donc ça crée du chômage. Comme l'État avait besoin de renflouer les caisses parce que le cours du menhir était élevé à un moment, il faut qu'il puisse rentrer dans ses frais. Et donc, le prix des autres denrées a été augmenté, ce qui entraîne l'inflation. Sous la directive de César, Caius Gronius refuse à la fin d'acheter tous les menhirs et les Gaulois se retrouvent dans l'embarras parce qu'ils ne savent pas quoi faire des stocks invendus. Mais comme c'est une bande dessinée, ils décident tout simplement d'arrêter leur activité. Ils font tous la paix au grand banquet final. Sanglier, bisous sur les moustaches, on se tapote le ventre et potion magique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Obélix a perdu sa situation de monopole? Nous allons à présent étudier ensemble les 4 erreurs qu'il aurait fallu éviter pour continuer de rester dans le top dans son domaine d'activité. Numéro 1, erreur de ciblage. Alors déjà, le premier tort que l'on peut noter, c'est que les Gaulois, s'ils avaient su que les Romains voulaient les manipuler et les détruire de l'intérieur, jamais ils n'auraient fait de la production de menhirs en masse. La deuxième erreur, ça aura été justement cette production en masse sans connaître les utilisateurs finaux, c'est-à-dire pas les soldats romains, pas Caius Gronius, mais bien les citoyens romains de Rome et d'Italie. En gros, Obélix aurait dû se poser plus de questions et poser plus de questions à Caius Gronius sur ses motivations en termes de production. Pourquoi produire autant? Quelle utilité? À quel tarif? Qui va s'en servir? Et pourquoi? Pour connaître vraiment sa cible et avoir un vrai positionnement. Numéro 2, le positionnement. On a vu précédemment que Caius Gronius, lorsqu'il fait sa pub, il cible une catégorie aisée de la population romaine qui a les moyens financiers de pouvoir acquérir du menhir. S'il avait voulu aller plus loin et qu'il avait voulu positionner le menhir comme un objet de luxe, il aurait pu diminuer la production en masse de menhirs chez les Gaulois et augmenter drastiquement les prix ailleurs à Rome. Parce que justement, ça aurait donné de la valeur au menhir et il aurait pu, par rapport à cela, pouvoir avoir une plus-value comme dans des produits de luxe. Donc, quelque chose de rare, c'est quelque chose qui est forcément cher et quelque chose qui a de la valeur. S'il avait voulu également aller plus loin,
tous les stocks de menhirs en masse qui étaient invendus, il aurait pu aussi faire du commerce international avec des pays limitrophes à l'Italie. C'est-à-dire en gros tous les pays du Nord, la Suisse, enfin les Helvètes plutôt, le reste de la Gaule aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un village en Gaule, c'était juste ce village-là, mais il y avait tout le reste des villages aussi qui auraient pu profiter de l'économie du menhir pour pouvoir justement renflouer les caisses de César et pouvoir engranger des profits. Numéro 3, erreur de stratégie. Lorsque vous vendez votre offre dans votre domaine d'activité sur votre marché, vous devez absolument être différenciant à tous vos autres concurrents qui pourraient vendre une offre un peu similaire. En gros, qu'est-ce que vos concurrents ne font pas? Comment ils vendent leurs produits? Qu'est-ce que vous pouvez tirer de leurs faiblesses, des faiblesses de leurs produits à eux? Quels sont les bénéfices que votre produit à vous peut apporter à vos clients? Comment est-ce que vos clients perçoivent votre marque, votre produit? Comment est-ce qu'ils communiquent avec vous? Quels sont leurs retours positifs ou négatifs, surtout négatifs, qui sont très importants pour améliorer votre produit? Et enfin, gardez surtout le contact avec vos clients pour avoir des données nécessaires pour pouvoir continuer soit dans cette offre, soit dans cette stratégie, soit modifier votre stratégie. C'est très important pour votre positionnement. Et si on veut aller plus loin, c'est d'ailleurs ça qui a manqué à Obélix. Comme c'est pas quelqu'un de très ambitieux, il s'est pas posé toutes ces questions et pour lui en fait, il a gagné de l'argent suffisamment et il s'en fichait de savoir si c'était à court, moyen ou long terme. Donc, si vous êtes une entreprise, vous devez absolument vous poser ces questions en amont pour pouvoir faire survivre une stratégie sur le long terme. Ne faites pas comme Obélix. Numéro 4, diversifiez-vous. Avoir une offre, c'est bien. Avoir un pack, c'est bien mieux. En gros, quand vous avez une offre qui est similaire à toutes les autres sur le marché et que vous êtes un peu pareil à vos concurrents, il faut savoir se différencier, comme je l'avais dit. Mais il faut surtout valoriser ses produits et ses services. Vous pouvez pour cela procéder à des bonus, apporter des conseils, plus de demandes, un lien vers une communauté, plus de tips, plus d'astuces, pour que vos clients, lorsqu'ils reçoivent votre produit ou votre service, ils puissent répondre à leurs problématiques rapidement et facilement. Et c'est ça qui va vous donner en fait de l'image de marque et qui va poser votre notoriété au-dessus de celle de vos concurrents. D'ailleurs, dans la BD, Caius Segrenus l'a très bien compris. Il sait que la vente de menhirs, c'est très bien, mais qu'à force, les gens vont se lasser des gros menhirs et qu'il faut pérenniser ce marché en vendant des produits dérivés. Du coup, il a pu dériver son menhir sous forme de toge, sous forme de bijoux, de cadrans solaires ou d'outils pour pouvoir justement diversifier le domaine du menhir et poser une image de marque sur l'économie du menhir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire vos remarques et vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Mettez-moi aussi si vous avez lu cette BD, si vous avez pris plaisir à la lire ou à la découvrir. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager la vidéo si elle vous a plu et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve dans un prochain Studies. Ciao les pistons.